Des FDLR, les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent des opérations militaires contre les rebelles rwandais dans la province du Sud Kivu. Nous avons en ligne le porte-parole de l'armée nationale, le général Kasonga. Bienvenue général, dites-nous, les FARDC sont déterminés de poursuivre ces rebelles jusqu'au bout. Plusieurs positions occupées par le groupe armé dans cette partie du pays sont désormais sous contrôle des forces de la République. Mais vous êtes porte-parole des FARDC. Première question, quelle est la situation globale de ces traques contre les FDLR? Bon, la situation globale est que les forces armées mènent des opérations victorieuses tant au nord qu'au sud Kivu. Depuis le 27 janvier en cours et depuis le 27 janvier de cette année. Et spécialement en ce qui concerne le nord Kivu, nos forces ont mené depuis 2 jours des attaques simultanées et ont nettoyé 4 nouveaux objectifs au cours d'une offensive fulgurante contre les positions FDLR. Et ces objectifs ont été nettoyés complètement. Il s'agit de Roussayo et Moutao, en fait les environs des localités appelées Roussayo et Moutao. Il s'agit ensuite un deuxième objectif donc de Rougari Park. Il s'agit en 3e position du mont Moulimbi vers Tongo. Le mont Moulimbi est occupé par les FARDC, mais l'axe qui menait vers Tongo était en fait une sorte de position d'FDLR. Nous l'avons nettoyé et occupé. Si 4e objectif, Kirumba vers Bambou, position également totalement nettoyée et occupée. Et donc le bilan humain et matériel se présente. En ce qui concerne le bilan humain, nous avons donc 33 FDLR capturés, dont un officier supérieur au grade de major. Nous avons au plan matériel 24 armes qui sont appelées Kalachnikov AK-47 que nous avons récupérées. Nous avons récupéré une arme lourde appelée RPG-7. Nous avons également récupéré des grenades offensives abandonnées sur le terrain par l'ennemi parce que totalement dépassées par la capacité et la puissance de feu de nos forces armées. Autre chose, environ 6000 habitants déplacés des villages de Moulengue, Kishagala et Rambira qui avaient fui les combats regagnent progressivement leur milieu. Confirmez-vous cette information? Je confirme cela parce que vous savez aussi que nous avons pour mission de protéger notre population jusqu'au sacrifice suprême. Nous le faisons et toutes ces opérations, nous les menons dans le strict respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Au-delà de ça, nos populations sont sûres, elles nous soutiennent, elles sont avec nous. Et aussitôt que nous nettoyons le secteur, nous aidons nos populations à se réinstaller parce que c'est notre devoir sacré. Merci d'avoir répondu à nos questions. Autre chose, du 19 au 20 janvier 2015, les institutions de la République démocratique du Congo ont été fortement secouées par le mouvement de contestation et de pillage suite à l'appel d'une bande franche de l'opposition qui s'opposait à l'examen et adoption d'un projet de loi portant modification de la loi électorale au Parlement. Un mois après, les langues se délient en Occident pour faire, sans surprendre, des confessions, mieux des révélations relatives aux stratégies des décideurs politiques et financiers du monde sur le Congo-Kinshasa. Nous sommes en ligne avec Tony Busselaine. Tony Busselaine, vous êtes spécialiste belge de la région des Grands Lacs. Vous dites dans une interview accordée à Olivier Ndekop que les événements de janvier dernier en RDC ont plié mais n'ont pas fait tomber le régime de Kabila au grand regret des USA et de certaines chancelleries de l'Union européenne. Pourquoi au grand regret et qu'est-ce qui explique ce mauvais traitement de Kabila dans les médias internationaux? Il est vrai que déjà depuis plus que 2 années, on peut voir que pour l'Occident, 2016, ça serait la date limite pour le gouvernement de Kabila. Et si on va plus loin, même après 2006, il y a eu des rapports de International Crisis Group, donc qui disent que les élections, même en 2006,
n'ont pas donné un gouvernement démocratique. Donc ça fait déjà longtemps, il y a déjà depuis longtemps une sorte de méfiance de la part de l'Occident vis-à-vis de Kabila. Et il est clair que vers 2016, ils ne veulent plus que Kabila puisse continuer. Alors, qu'est-ce que les USA et les chancelleries de l'Union européenne avaient planifié concrètement contre le régime de Kinshasa? Feingold et Kerry est venu, John Kerry, le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, et est venu à Kinshasa pour dire clair et haut et fort que 2016, ça devrait être la date limite pour le gouvernement de Kabila. Et Feingold a continué à taper sur ce clou. Et naturellement, comme pour beaucoup d'hommes politiques au Congo, quand des diplomates, des gouvernements à Washington, à Paris, à Bruxelles ou ailleurs, en Occident, disent des choses, c'est comme c'est la parole de Dieu, c'est comme si c'est maintenant déjà décidé. Et ça a appuyé énormément l'opposition pour qu'ils puissent faire appel au renversement, à l'occupation du Parlement et au renversement du gouvernement de Kabila. Et donc, en fait, on a poussé la tension, on a augmenté la pression, juste pour, dans les faits, ça a amené l'opposition à faire des appels vraiment pour renverser Kabila. Ont-ils un plan B après avoir échoué le plan A? Si oui, lequel? Je ne dis pas que c'est directement planifié, mais c'est le résultat de l'intervention, de l'ingérence des diplomates occidentaux, de Russ Feingold surtout, qui a eu ça comme résultat. Le plan B, c'est toujours continuer, donc ils espèrent maintenant, donc ils ont été un peu pris de court parce que il y a eu le calendrier global qui est publié. Donc maintenant, ils se sont un peu ridiculisés aussi parce que Kerry, en mai, il avait parlé de 30 millions de dollars que les États-Unis allaient apporter pour appuyer le processus électoral. Maintenant, Feingold, récemment, il avait parlé de 20 millions de dollars. Or, maintenant, on voit si on fait tout comme il faut, selon la Constitution, et donc on respecte tous les différentes élections qu'il faut organiser. Alors, on arrive à un coût de plus de 1 milliard de dollars. Donc là, ils sont un peu pris de court, mais maintenant, ils mettent surtout en avant que le calendrier doit changer, qu'il n'est pas réaliste et qu'ils veulent que les élections locales sont postposées et que la première chose, la priorité doit aller aux élections présidentielles. Or, ces élections locales sont très importantes parce que ce sera pour la première fois que les Congolais pourront voter pour des élus qui resteront vivre chez eux parmi leurs électeurs et au niveau local. Et donc ça c'est quelque chose d'assez important parce que là, les électeurs, ils ont la possibilité d'avoir un impact sur leurs élus. Alors, pour quelle raison, dernière question, vous refusez que l'on compare Joseph Kabila à Blaise Compaoré? Selon vous, le combat n'est-il pas le même au Congo qu'au Burkina Faso? Comparer le président Kabila au président Compaoré est faux dans le sens que la politique de Compaoré et la politique du président Kabila sont assez différentes. Donc Compaoré a été mis au pouvoir, a pris le pouvoir avec l'aide de l'armée française et il a été toujours un pilier de la domination de l'impérialisme américain et français dans la région. L'armée de Compaoré était, le noyau dur de l'armée de Compaoré était directement encadré et formé par l'armée française. Et donc c'est d'ailleurs un des hommes de confiance qui a pris le pouvoir.
donc le général Zida. Merci Tony Buslaine. Je rappelle que vous êtes spécialiste belge de la région des Grands Lacs. Autre chose, face à plusieurs dérives constatées ce dernier temps dans l'espace médiatique en République démocratique du Congo, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est réuni jeudi dernier en sa 32e session de l'Assemblée générale pour statuer sur quelques médias. Parmi ces résolutions, la suspension des journalistes Lushi Mandiaté et Eliezer Tamboué avec leurs émissions respectives Congo Histoire ainsi que émission Ya Babola. Affirmation faite ce vendredi par le rapporteur du CESAC au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa. Je vous propose de suivre Chantal Kanimbo, rapporteur du CESAC. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a décidé la suspension pour 30 jours de l'émission Congo Histoire présentée par M. Lushi Mandiaté sur la RTNC. Le Conseil recommande à la Direction générale de prendre des sanctions internes contre l'animateur Lushi Mandiaté. La reprise de l'émission est conditionnée par la désignation d'un autre animateur. L'émission doit être confiée à un professionnel de la presse. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a décidé la suspension pour 30 jours des émissions Ya Babola diffusées sur Molière TV. La reprise de cette émission est conditionnée par le dépôt au CESAC du cahier de charges de cette émission. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a décidé la suspension pour 7 jours, c'est-à-dire 3 éditions, du tri-hebdomadaire Africa News pour avoir publié dans un article sur la DGM des accusations sans preuve, violant ainsi le code de déontologie et d'éthique professionnelle. Le Conseil envisage de lancer très prochainement la campagne d'enregistrement des agences de publicité et de vulgarisation de la directive sur la publicité afin d'amener les opérateurs du secteur ainsi que les annonceurs à se conformer aux dispositions de la loi et réglementaires de notre pays en matière de publicité. Dans l'actualité également, le nouveau site de l'Institut national de préparation professionnelle fraîchement inauguré par le chef de l'État attire des visiteurs depuis tout récemment. C'est le directeur régional de l'Organisation internationale du travail qui a découvert la merveille. C'était à l'issue d'un échange que lui a accordé le directeur général adjoint de l'INPP, Claudine Ndoussi. Cette merveille moderne est le fruit de la coopération japonaise. Avec ce nouveau site, l'Institut national de préparation professionnelle devra encore mieux servir les plus de 32 000 personnes qu'il forme par an à travers notamment ses 32 centres dans l'arrière-pays. Lui, c'est un des visiteurs venus découvrir la merveille. Anéas Chipinga Shuma, directeur régional de l'Organisation internationale du travail, ici conduit par Claudine Ndoussi, numéro 2 de l'INPP. Peu avant, les deux personnalités ont échangé sur, entre autres, la valeur qu'accorde la République démocratique du Congo à la formation professionnelle, ce sur un exposé de Madame la directrice générale adjointe, démarche à laquelle ne pouvait qu'adhérer l'OIT, dont le représentant a soutenu l'importance d'y apporter du soutien. Notre apport va être essentiellement axé sur le développement de programmes de formation. La visite va se dérouler entre les deux sites de Kinshasa, situés à la 6 et 11e rue, dans la municipalité de Limete. Oui, nous sommes très honorés par la visite du directeur régional du BIT. Étant donné que nous venons d'inaugurer notre beau bâtiment et notre ambition est de nous étendre et de moderniser l'INPP partout en RDC. C'est une visite qui tombe à point nommé car elle arrive au moment où l'INPP amorce un virage déterminant vers la construction des infrastructures, l'amélioration des prestations au profit des travailleurs des entreprises et de la jeunesse congolaise. Parlons infrastructure dans ce journal en ce qui concerne la production des enrobés coulés à froid aux émulsions de polymères avec la SOCIR. Une opération test en ce sens est en cours et elle a lieu à Menkao sur la route Kingakati. Nos reporters y ont fait un tour pour se rendre compte du déroulement des travaux.